Et ben, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis, comme disait Eric, dans le syndicat Asso Solidaire. Et ce que je me propose de faire pendant ma brève intervention, je ne vais pas trop vous assommer, c'est vous raconter un peu comment on a été amené, nous, à réfléchir à cette question du travail, la nature du travail, de quel type de travail on veut ou on ne veut pas, à travers la création et puis le développement d'un syndicat qui était dédié aux salariés du secteur associatif. Donc ce syndicat a été créé il y a 8 ans, en 2010, janvier 2010. Et l'idée était de proposer un mode d'organisation collective à des salariés des associations et des ONG qui se retrouvaient souvent non seulement assez isolés dans des petites structures, des petites associations. La majorité des associations en France sont des petites structures salariales quand elles ont des salariés. Et puis, surtout, pris dans ce qu'on appelait le syndrome de Stockholm à l'époque, c'est-à-dire, ah, je suis dans une association militante, mon travail il est là pour aider les autres, est-ce que je peux vraiment me permettre de réclamer des congés, de réclamer une augmentation, etc. Donc on voulait un peu casser cette dynamique néfaste chez les salariés qui les pousse à toujours accepter plus et plus d'obligations, de reniements, voire de harcèlement ou de fortes difficultés, fortes souffrances dans le travail. Et ce qui est intéressant, c'est que très vite, dans les premiers congrès, c'est pas pour rien qu'on a rejoint Solidaire, on voulait aller plus loin que la défense des salariés dans leurs problèmes quotidiens, on voulait aussi réfléchir à quel type de société on voulait, quel type de société on voulait promouvoir. Et on a été amené à se poser la question de la compatibilité entre nos revendications syndicales et le modèle même des associations. Bon, alors pour l'illustrer très simplement, comment on se réapproprie les outils de production quand on est salarié associatif. C'est-à-dire, c'est quoi l'outil de production d'une association? C'est quoi le capital d'une association, y compris son capital symbolique, c'est-à-dire l'association elle-même? Qu'est-ce que devient une association si ses salariés tentent de se la réapproprier, notamment de se réapproprier le projet politique de l'association? Et pourquoi cette question, elle se pose vraiment clairement dans les associations? Parce que une grande partie des souffrances qu'on voyait chez les salariés associatifs venaient de cette dépossession du projet politique. C'est-à-dire que je vais travailler dans une association parce que je crois... Alors quand je dis projet politique, ça peut vouloir dire faire du foot aux gosses. Hein. C'est un projet politique en soi, de l'accès au sport, l'accès à la culture. Ce n'est pas forcément une association militante. Mais ce projet qui est important pour les salariés, Mathieu en parlera peut-être, qui choisissent le milieu associatif plus d'aucun autre, à un moment donné, ce n'est pas eux qui en sont les moteurs. Parce que qui est-ce qui est maître du projet associatif? C'est les élus du conseil d'administration, qui sont des bénévoles, qui peuvent être des gens très bien, comme qui peuvent être des gens affreux. On a eu tous les cas de figure, il y a tous les cas de figure qui existent. Mais c'est eux qui, fondamentalement, ont le dernier mot sur ce que l'association se propose de faire pour transformer la société. Et un travailleur, quelle que soit sa position ou son rôle, finalement, quand il travaille au quotidien, ce qui donne du sens à son travail, c'est le fait qu'il transforme la société d'une manière ou d'une autre. Et quand il n'a pas du tout la main sur le projet de la structure qu'il emploie et au sein de laquelle il travaille, bah ça peut, et souvent ça génère, de la souffrance, des difficultés, voire de la souffrance importante. Donc, première question qui se pose au bout d'1 ou 2 ans, je m'aperçois que déjà je suis parti pour être beaucoup plus long que j'avais prévu, mais je veux que vous compreniez un peu la logique de la réflexion. La première question, c'est, bah, d'accord, en fait, on veut que les salariés associatifs ils participent à l'élaboration du projet associatif. Ben, du coup, c'est quoi la différence avec les bénévoles? En fait, on n'a pas le droit de faire rentrer trop de salariés dans un conseil d'administration associatif, parce que c'est à but non lucratif, il ne doit pas y avoir de profit personnel. Donc les salariés ne peuvent pas prendre des décisions qui, in fine, vont avoir un impact sur leurs revenus, sur leur qualité de vie, sur leur pouvoir sur l'association, etc. Donc, à un moment donné, on était... Alors, ce n'est pas forcément la position officielle du syndicat Asso que je vous donne, mais une partie d'entre nous dans le syndicat, on a fini par se dire, finalement, le modèle associatif, est-ce qu'il est compatible avec nos aspirations sociales, avec notre vision de société? Est-ce qu'en fait, ce modèle associatif, il n'est pas complètement obsolète, ou en tout cas inadapté à ce qu'on voudrait en faire? Quitte à un moment donné à se dire, mais en fait, il faut qu'on transforme toutes les associations en coopératives, et dans lesquelles les salariés ont un mot à dire sur le projet politique, sur l'orientation, etc. Et puis, on a continué à creuser un peu ce filon, et notamment à se dire, bah, finalement, un des problèmes qu'il y a, c'est cette séparation entre salariés et bénévoles. Et ça, cette séparation entre salariés et bénévoles, elle est pour tous ceux qui ont travaillé ou qui ont été bénévoles dans des associations, donc je pense à peu près tout le monde ici aujourd'hui, vous savez qu'elle est présente dans n'importe quelle structure. C'est-à-dire, il y a toujours cette espèce de paranoïa, de crainte que les salariés s'approprient l'association, que les bénévoles, ils en foutent pas une et ils ont tout le pouvoir, etc. Enfin, des trucs souvent un peu mesquins, mais qui habitent la plupart des associations.
Et à un moment donné, on s'est intéressé à la question notamment du salaire à vie ou du revenu de base ou du revenu universel. Je ne vais pas rentrer dans les débats là-dessus, mais justement, nous, on s'est intéressé à ça. On a rencontré des gens, on a travaillé avec le réseau salariat, on les a invités à notre congrès à faire des présentations, etc., pour essayer de voir s'il n'y avait pas quelque chose à creuser de ce côté-là. C'est-à-dire, en fait, si on supprime le salariat tel qu'il existe aujourd'hui, si on décorrèle salariat et travail, est-ce qu'on ne supprime pas la différence entre bénévoles et salariés? Et est-ce qu'on ne peut pas créer des structures dans lesquelles on va tous pouvoir participer collectivement à définir un projet pour l'association ou pour la structure, sans pour autant avoir à faire cette différence entre les gens qui perçoivent un salaire et ceux qui n'en perçoivent pas? Donc c'est une piste, on pourra en reparler, mais on a écrit des choses, on a travaillé avec la revue Mouvement sur un numéro qui interrogeait ces questions-là, du pouvoir, de la place du salarié dans les associations. Et puis, je vais arrêter là, puis on en gardera pour les questions. L'étape ultime qu'on a franchie cette année, c'est qu'on a depuis septembre, pour la première fois, des salariés du syndicat ASSO. C'est-à-dire qu'on a eu la chance, avec le soutien de Solidaire et le fait que le syndicat se développe, de pouvoir recruter des gens, enfin, d'avoir les moyens de recruter des gens qui vont faire du quotidien et notamment, du coup, être beaucoup plus réactifs pour aider les salariés associatifs qui font appel au syndicat. Et ça nous a mis dans une situation complètement paradoxale. C'est-à-dire qu'on n'avait pas achevé du tout notre réflexion sur qu'est-ce que c'est qu'un bon salariat dans une structure militante, et on se retrouvait en tant que structure militante à devoir salarier des gens et leur offrir des conditions de travail qui étaient correctes. Je n'ai pas de réponse à vous donner, parce qu'on est toujours en train de la chercher, mais ça nous a obligés à poser plein de questions sur la place qu'on allait donner à ces salariés dans le conseil syndical, donc l'équivalent de notre conseil d'administration, dans le pilotage et la gouvernance du syndicat, sur la façon dont on allait aussi organiser le temps de travail, répartir les fonctions entre les salariés et les bénévoles du syndicat. Et au final, c'est encore une nouvelle étape de notre façon de fonctionner. Et on se rend compte que on a beau réfléchir dessus depuis quelques années, on a beau essayer des choses. Aujourd'hui, confronté à la nécessité de gérer une relation bénévole-salarié au sein même de nos structures, on n'arrive pas forcément, malgré les efforts qu'on a fait auprès des associations pour essayer de porter des alternatives, on n'arrive pas forcément immédiatement à mettre en place une alternative satisfaisante. Ceci dit, on est devenu notre propre laboratoire de réflexion sur la nature du travail et la qualité des relations entre des gens qui sont obligés, parce qu'en fait la réalité de tout ça, c'est qu'on est obligé de rentrer dans un système salarial. Et si on n'était pas obligé de le faire, on pourrait développer des alternatives beaucoup plus intéressantes. C'est peut-être là-dessus qu'il va falloir chercher. Et comment est-ce qu'on fait pour créer malgré tout un équilibre satisfaisant, et pour les gens qui sont dans une situation de salariat, et pour les gens qui continuent à porter bénévolement un projet syndical qui leur tient à cœur. Voilà, je laisse la parole à l'analyste. C'est beaucoup d'honneur. Mais... Bonjour, merci beaucoup. Je vais essayer de développer deux idées qui, je pense, répondent un petit peu à tout ce que tu viens de dire. La première idée, c'est la création du syndicat ASSO en 2010 révèle un processus à l'œuvre dans le monde associatif depuis 30-40 ans on va dire de professionnalisation. Ce serait plus juste de dire salarisation, en fait, puisque le nombre de salariés a triplé en 30-40 ans dans ce monde associatif. On est aujourd'hui à près de 2 millions de salariés associatifs, c'est-à-dire l'équivalent de la fonction publique territoriale quand même. Et puis la deuxième idée que je vais un petit peu développer, c'est justement ce que tu as soulevé, c'est-à-dire la dépolitisation en fait d'un secteur alors, historiquement d'économie sociale qui aujourd'hui on utilise le terme d'économie sociale et solidaire, puisqu'il y a la loi de 2014 qui structure ce secteur. Et en fait, cette loi de 2014, elle est justement révélatrice, c'est ce que je voudrais dire rapidement, d'une dépolitisation en fait de ce secteur, d'une dépolitisation qui n'est pas totale, mais on trouve toujours, compte tenu de l'hétérogénéité de ce monde de l'ESS et de ses pratiques, on trouve toujours je l'espère en tout cas, des formes d'utopie et d'émancipation, mais le rôle qui est assigné à l'ESS par l'État est aujourd'hui très largement un rôle d'opérateur de politique publique, notamment pour le monde associatif. Donc, c'est les deux volets, professionnalisation, salarisation et transformation du rôle des associations qui sont l'essentiel en termes d'emploi
de ces entreprises de l'ESS, ce sont deux dimensions qu'il faut prendre ensemble pour comprendre en fait le changement de statut de ce monde associatif et de ce monde de l'ESS. Donc, du côté de la professionnalisation, je vous ai dit très vite l'explosion de l'emploi salarié dans les associations qui est passée relativement inaperçue, auquel il faudrait ajouter toutes les formes hybrides de mise au travail qui ne relèvent pas strictement du bénévolat, mais qui sont des formes intermédiaires entre le bénévolat et le salariat. Je pense par exemple au volontariat de service civique. Hein. Si on les comptabilise dans les travailleurs associatifs, on dépasse allègrement les 2 millions. Donc on a aussi une professionnalisation de la pratique bénévole. Maintenant, il est de bon ton de capitaliser son expérience bénévole dans des livrets de compétences. Enfin, je vais vraiment très très vite, mais il y a aussi une rationalisation de la pratique bénévole. Donc on a un monde associatif qui n'est plus uniquement, contrairement à l'image d'Épinal, fondé sur le désintéressement, la bonne volonté, etc. Il faut aussi de la compétence, parce que justement les associations sont mises à contribution par l'État dans des formes de contractualisation pour insérer les chômeurs, assurer évidemment des missions d'information, d'information sur les droits en centre de rétention, de réaliser les services à la personne auprès des personnes âgées dépendantes, je vais pas lister toutes les activités qui sont faites et qui sont accomplies par les associations, mais elles sont très très nombreuses. Et on a assisté pendant 30-40 ans, notamment par la mise à l'agenda de la gauche socialiste, d'une politique d'économie sociale. Ça fait partie des thèmes mis en avant, mis à l'agenda par la gauche socialiste, jusqu'à cette loi Hamon, de Benoît Hamon de 2014. Et mon hypothèse, pour vous le dire très très rapidement, c'est que finalement cette économie sociale qui est agitée par cette gauche socialiste est en fait un alibi. Enfin, moi j'ai tendance à le voir comme ça, c'est-à-dire un alibi pour dissimuler en fait une capitulation de la gauche socialiste sur la politique économique et sociale. Et finalement, l'économie sociale et solidaire fait office de bonne conscience un petit peu de cette fraction politique. Et la loi ESS est une illustration très claire de ça, puisqu'elle transforme les associations en entreprises de l'ESS, elle les transforme en opérateurs de politique publique, ce qui pose la question du statut des salariés, qui se retrouvent un petit peu réduits à un rôle de variable d'ajustement de ces politiques publiques, puisque c'est sur eux que les coûts salariaux peuvent être ajustés. Et cette loi ESS, elle met aussi en place, prolongée par les nouvelles mesures du gouvernement actuel, qui se retrouvent très bien dans ce troisième secteur, qui est typiquement dans le ni droite ni gauche. L'économie sociale, c'est ni l'État, ni le marché, ni la droite, ni la gauche. C'est vraiment très, très, très compatible avec la configuration actuelle. Et se retrouve mobilisé, disons, dans des nouvelles formes de financement en direction de ce monde associatif, qui sont les contrats à impact social. Donc j'en parle très très vite, mais l'idée c'est de mobiliser la finance privée pour financer des projets associatifs qui ensuite donnent lieu à des évaluations en termes d'indicateurs de performance. Et si les impacts sociaux générés sont suffisamment mis en valeur, l'État rémunère le financeur privé, le financeur social privé, qui a soutenu l'association. Donc voilà, pour vous le dire très très vite, les nouvelles formes de contractualisation entre monde associatif et État néolibéral, parce qu'il faut dire les choses. Voilà, j'en dis pas plus. Merci de votre attention. Non, mais là, c'est une vraie question du secteur associatif. C'est-à-dire qu'effectivement, ces groupes, l'existence de l'entrepreneuriat social aujourd'hui
Et ils cherchent pas ils mettent en place aujourd'hui les systèmes de fonctionnement managériaux et comptables des entreprises du monde lucratif. Puisque, en fait, tout à l'heure, on parlait de, je ne sais plus comment tu as appelé ça, indicateurs de performance. Les indicateurs de performance, c'est la capacité à économiser l'argent qui leur est versé par l'État pour exercer leur action. Donc, récemment encore, j'avais l'occasion de discuter avec des gens de la façon dont était gérée par certains de ces groupes la nourriture dans les EHPAD qu'ils gèrent, etc. Parce qu'ils gèrent aussi des groupes hospitaliers ou semi-hospitaliers, et c'est calculé au prix de la ration. C'est pas calculé en fonction du bien-être des personnes ou justement, comme on le disait tout à l'heure, d'un projet associatif qui viserait à proposer une meilleure qualité d'accueil dans ces structures. Et c'est la même chose pour les autres associations qui sont intégrées à ces groupes. C'est-à-dire que disparaît de chacune des sous-structures du groupe un projet associatif cohérent, pensé par son conseil d'administration, pensé par ses fondateurs, au profit d'une capacité à répondre à des appels d'offres et à remporter des marchés publics pour continuer à faire tourner la boutique. Et donc, on discutait beaucoup de ça aussi, je n'ai pas insisté dessus parce que ce n'était pas tout à fait le sujet, mais on a beaucoup aussi en réflexion cette question, c'est qui réellement aujourd'hui qui porte le projet associatif. Dans beaucoup d'associations, c'est même plus le conseil d'administration, c'est les bailleurs. Et les bailleurs, qu'ils soient publics ou privés d'ailleurs, ou européens ou parapublics. Et c'est un vrai problème, et encore un autre facteur de souffrance dans les associations. Oui, vous avez tout à fait raison d'évoquer le cas du groupe SOS, qui est tout à fait ajusté à cette loi ESS, en fait, puisqu'en fait, ils l'ont en partie faite. Ils ont fait du lobbying, en fait, pour faire passer notamment le fait que les sociétés commerciales pouvaient devenir des entreprises de l'économie sociale et solidaire, aussi bizarre que ça puisse paraître. Le fondateur du groupe SOS, donc c'est Jean-Marc Borrello, hein, qui a remis la semaine dernière son rapport à la ministre du Travail sur comment faire la DRH du Travail, ouais. Sur les emplois aidés, comment faire avec les coupes budgétaires massives qui ont été commises sur les emplois aidés. Et donc Jean-Marc Borrello a été aussi dans l'équipe de campagne d'En Marche, hein, donc enfin voilà, faut voir d'où viennent les gens, d'où parlent les gens. Et ce groupe SOS, il est fascinant parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, Frédéric, ils interviennent dans plusieurs secteurs. Ils font l'insertion des chômeurs, les services à la personne, la petite enfance, ils font de l'humanitaire, enfin, ils font tout un tas d'activités. Ils revendiquent plus de 10 000 salariés, enfin voilà. Et surtout, leur modèle d'organisation est tout à fait caractéristique de l'entrepreneuriat social, avec des formes d'hybridation entre des associations et des sociétés commerciales, ce qui leur permet de faire appel à une espèce de technostructure de cadres salariés, puisqu'en fait, ils mutualisent les fonctions support de conseil juridique, de management, de réponse aux appels d'offres, ce qui fait qu'ils se positionnent sur... ils sont parfaitement ajustés aux appels d'offres, au marché public, qui sont publiés par les collectivités publiques, les collectivités territoriales qui doivent, dans un contexte d'austérité budgétaire, en fait, se comporter en donneur d'ordre de délégation de politique publique. Donc c'est un modèle tout à fait ajusté. Et qui paraît effectivement assez loin quand même de l'idéal utopique de l'économie sociale du 19e siècle. Enfin, on en est très très loin, qui avait cet idéal d'abolition du salariat. Là, on en est vraiment à des années-lumière. Enfin, donc, ce que je suis en train de vous raconter est un peu triste. Il faut peut-être que je donne la pause, que je m'arrête, parce que Ouais, alors ça, c'est la question. C'est comment on peut sortir du financement de l'État. Mais ça, je ne sais pas s'il y a forcément... Alors, parce qu'en fait, c'est deux pistes différentes. Donc, je peux répondre à ça. Il y a deux pistes. Et aujourd'hui, à Asso, on n'a pas décidé de suivre l'une ou l'autre. Et il faut bien comprendre que la majorité du temps qu'on le consacre à faire du travail de défense syndicale, et que le temps qui nous reste, on essaye de réfléchir à des alternatives. Mais
La première idée, qui était, je pense, la plus séduisante pour la plupart d'entre nous, était de réfléchir effectivement à des modèles différents, avec un autre système de fonctionnement, en fait, qui nous a amené d'une part à réfléchir au modèle coopératif et à essayer de comprendre qu'est-ce qui se rapprochait entre notre modèle associatif et le modèle coopératif. Est-ce que c'était quelque chose d'intéressant? Comment ça pouvait fonctionner? Pourquoi ça ne fonctionnait pas parfois? Quelles sont les limites du fait de monter une entreprise sur un système coopératif dans un monde ultra concurrentiel, capitaliste, où c'est pas le choix qui est fait par la plupart des associations. Il suffit de parler à tous les copains, les copines qui ont essayé de monter des coopératives pour voir combien c'est difficile, mais c'est une piste, c'est une question qui se pose. Et puis l'autre, elle consiste à attendre beaucoup plus de l'État, c'est-à-dire au contraire de dire bon bah du coup il faut qu'on se désolidarise complètement de l'État et qu'on arrête d'en dépendre complètement, mais c'est d'essayer d'obtenir en fait une forme de stabilité de la part des caisses de l'État, justement du fait qu'on remplit aujourd'hui un certain nombre de fonctions qui devraient être assurées, notamment par les services publics. Et ça, l'exemple, en fait, historiquement, dans le secteur associatif, ça s'appelle les emplois FONGEP. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, il existe une survivance d'un système dans lequel l'État mettait à disposition des associations, notamment d'éducation populaire, des emplois payés sans trop aller regarder dans le projet associatif. Voilà, ce n'était pas forcément des associations trop trublionnes, mais c'est un modèle auquel on réfléchit aussi. C'est-à-dire que, typiquement, aujourd'hui, plutôt que de mettre en place des emplois aidés qui sont conditionnés à des contrats triennaux, à des accords, au fait qu'il faut prouver qu'on va rentrer dans un système où on va pouvoir salarier les gens, donc tout le monde fait semblant qu'on va vers la stabilité économique alors que ce n'est pas le cas, et après on redemande des emplois aidés, etc. Pourquoi est-ce qu'on ne réclamerait pas de l'État aujourd'hui d'avoir plus systématiquement des emplois qui sont garantis sous forme d'une subvention, ou plutôt des subventions sous forme d'un emploi garanti par l'État pour les associations? C'est des réflexions en cours, ça rejoint un peu ce que disait Mathieu, c'est-à-dire à un moment donné, à quel moment on continue à faire la distinction entre le service public et le monde associatif, mais ça fait partie des réflexions en cours. Mais aujourd'hui, on n'a pas trouvé de sésame miracle qu'on aurait envie de défendre. Ne serait-ce que parce que la personne qui a été nommée commissaire à l'économie sociale et solidaire, Christophe Itier, est un défenseur depuis des années des contrats à impact sociaux. C'est-à-dire qu'il fait partie des quelques personnes qui ont ramené ce concept du Royaume-Uni et qui l'ont défendu bec et ongle, qui ont monté des lobbies quasiment dédiés à 100% à la défense de ce système-là auprès du ministère. L'association dont M. Itier était président est une des premières qui a bénéficié d'un contrat à impact social quand il a été mis en place par le gouvernement Hollande il y a 2 ans. Donc, moi, je suis convaincu que dans quelques semaines ou quelques mois d'ici, on va avoir un vaste plan d'élargissement du système de contrats à impact sociaux dans les associations. Et là, c'est vraiment pour moi un enjeu pour nous, syndicats de salariés associatifs, de trouver un moyen de résister à la mise en place de ces contrats à impact sociaux dans nos associations. C'est-à-dire que dans nos associations qui vont demain vouloir signer ce type de contrat avec des entreprises privées, avec l'État, il faut que nous, salariés, on refuse ce système parce que c'est la déprise totale de notre capacité à gérer l'association comme une entité autonome de ses bailleurs et de ses financeurs. Et que par ailleurs, c'est encore une fois faire payer avec de l'argent public des services sur lesquels les bailleurs privés vont prendre aucun risque. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont faire des bénéfices. Les entreprises vont faire des bénéfices avec les contrats à impact sociaux. Ça va être juste un nouveau domaine de la finance qui va s'ouvrir aux spéculateurs sur le dos de projets sociaux, culturels, sportifs ou environnementaux. Tu as quasiment tout dit. Ces contrats à impact sociaux, ils ont été effectivement déjà mis en œuvre, bien qu'ils s'en défendent par le gouvernement sortant en 2016. Ils ont lancé un appel à projet, bien qu'ils avaient dit qu'ils n'allaient pas le faire, ils l'ont fait. Et effectivement, je rejoins tout à fait ce que tu dis. On va y avoir droit à grande échelle par le haut-commissaire à l'entrepreneuriat social, je crois que c'est ça son titre, et à l'engagement citoyen. Donc sur ces contrats à impact social, il y a un petit guide qui est assez bien fait par le collectif des associations citoyennes qu'on peut trouver sur Internet, où ils font des études de cas très concrets des effets pervers de ce dispositif, qui est directement inspiré du programme de la Big Society de David Cameron en Grande-Bretagne en 2010. En fait, c'est là qu'ils ont lancé les premiers contrats à impact social.
Merci Mathieu et Frédéric pour ces interventions et ces éclairages un peu inquiétants, mais on va poursuivre la table ronde avec un éclairage moins inquiétant, mais même plus sans doute extrêmement stimulant avec donc les camarades de la ZAD et des unions départementales syndicales. Bonjour et merci à tous. Je vais nous présenter et apporter juste peut-être quelques petits rectificatifs par rapport à la présentation qui vient d'être faite. Donc, à ma droite, il y a Manu qui travaille à CARSAT à Nantes et qui est militant de la CGT, qu'on croise et qu'on côtoie depuis quelques mois maintenant dans le cadre de ce qu'on appelle le comité d'action nantais, qui est un espace d'élaboration politique et qui porte un certain nombre d'initiatives dans le mouvement social à Nantes, avec différentes composantes du mouvement social. Encore à ma droite, Christine, qui travaille à Nantes Métropole et qui est également à la CGT, qui fait partie du même espace d'organisation et qui est aussi dans le collectif syndical contre l'aéroport et qui suit la lutte contre l'aéroport depuis très longtemps, qui au passage est un peu notre cartographe sur la ZAD. C'est elle qui est venue à notre rencontre il y a quelques années avec tout son savoir-faire en cartographie et qui a permis que toutes les cartes que peut-être certains d'entre vous ont utilisées soient produites. Et ensuite, encore à droite, Jojo et puis moi-même qui habitons sur la ZAD depuis quelques années et qui sommes pris dans divers projets agricoles notamment et autour du bois, forêt et la construction, et qui aussi passons beaucoup de temps et d'énergie à Nantes dans les différents espaces que j'ai cités avant. Donc je précisais ça pour dire aussi que c'est contrairement à ce qui a été annoncé dans l'invitation, c'est pas exactement des représentants des unions départementales, bien que dans les espaces que j'ai évoqués, on travaille avec des représentants des unions départementales, de la CGT notamment et de Solidaire. Mais voilà, ils sont pas là aujourd'hui, et les syndicalistes qui sont là aujourd'hui viennent parler en leur nom, quoi. Alors c'est difficile là pour nous de parler un peu depuis le cadre qui a été proposé dans l'invitation, parce que voilà, depuis une semaine, nos esprits et nos corps sont presque intégralement mobilisés par les premières conséquences de l'abandon, et ça demande beaucoup d'énergie. Donc je vais juste brièvement revenir sur ce qui s'est passé la semaine dernière et ce qui se passe depuis une semaine, avant de laisser la parole à mes camarades, plus sur le jeu de composition qu'on essaye de construire depuis plusieurs années à Nantes et à Notre-Dame, et qui depuis quelques temps commence un peu à porter ses fruits. Donc pour nous, ce qui s'est passé il y a une semaine, c'est évidemment une victoire, et c'est plus qu'une victoire, c'est une victoire historique au moins pour trois raisons. Il y en a certainement d'autres, mais je vais juste évoquer ces trois-là. La première, c'est bien sûr le fait que beaucoup de gens, depuis un moment maintenant, attendent qu'il y ait une lutte qui soit victorieuse face à un gouvernement, et porte jusqu'au bout le rapport de force. La deuxième raison, elle est contenue dans l'idée que malgré les différentes cultures politiques, les différents rapports au monde, les différents langages aussi qui ont traversé cette lutte, on a réussi à construire un rapport de force et à le porter jusqu'à la victoire. Ça, c'est un pari qui a été fait à un moment dans la lutte, qui n'était pas évident et qui a été récompensé aujourd'hui. Et la troisième raison, c'est parce que on avait défini entre toutes les composantes trois conditions qui nous semblaient adéquates pour que cette victoire soit franche. Et selon nous, elles ont été en grande partie réunies. La première, c'était bien sûr l'abandon du projet d'aéroport. La seconde, c'était l'abrogation de la déclaration d'utilité publique. Et la troisième, c'était l'absence d'expulsion des habitants. Alors même si dans le discours de l'État, elle est repoussée, en tout cas, elle n'a pas lieu immédiatement. Et donc, elle laisse la place à la possibilité d'un devenir, quoi. Donc ça, c'est pour nous trois raisons extrêmement importantes.
Maintenant, depuis une semaine, on est rentré dans une nouvelle phase du conflit, une nouvelle phase du rapport de force qui est pas du tout évidente pour nous. Donc, si vous avez suivi un peu les médias, malgré la cacophonie qui règne depuis quelques mois, vous avez pu constater que l'enjeu depuis l'abandon, c'est cette route des chicanes qui, à un moment, est devenue un symbole de la lutte et qui est aussi devenue, d'une certaine manière, un mirage de là où se situait réellement le rapport de force depuis des années. Donc, pour pas perdre la face, l'État a exigé que cette route soit libérée. La manière dont on se le raconte dans le mouvement, alors je dis on n'est pas les porte-parole de la ZAD. Hein. Il faut imaginer que c'est une période très particulière, très délicate, qu'il y a vraiment des rapports très différents à la situation. Il y a quand même des occupants avec d'autres composantes qui considèrent que c'était absolument nécessaire de libérer cette route, d'une part parce que cette route et le fait qu'elle soit pas circulante, ça fait l'objet d'un conflit interne au mouvement depuis plusieurs années, et un conflit qu'on n'a jamais réussi à résoudre jusqu'à aujourd'hui. Donc on l'a d'abord fait pour résoudre ce conflit, on l'a fait aussi pour les habitants du coin qui nous ont soutenus pendant des années, et pour qui c'était absolument indispensable que cette route soit libérée. Et bien sûr, on l'a fait parce que c'était la condition qu'avait posé l'État pour que puisse s'ouvrir un dialogue ou en tout cas une négociation pour la suite. Et ça nous semblait à beaucoup, en tout cas, possible et même souhaitable que cette route soit libérée pour pouvoir, dans de bonnes conditions, défendre les deux choses qui nous semblaient les plus importantes à défendre, c'est-à-dire le fait qu'aucune cabane et aucun lieu d'habitation qui s'est construit depuis le début du mouvement soit expulsé et détruit. Donc ça, c'est une position qui est partagée par l'ensemble du mouvement, toutes tendances confondues. Et le fait que les 1600 hectares de terres agricoles qu'on occupe en grande partie depuis quelques années soient livrés à la gestion du mouvement anti-aéroport et ne retournent pas à la gestion institutionnelle. Donc voilà, ces deux conditions extrêmement importantes, c'est là-dessus que les négociations qui vont venir elles vont se focaliser. Et sur ces deux points, le mouvement est extrêmement soudé. Et le mouvement a aussi beaucoup besoin du soutien de tous les gens qui se sont mobilisés ces dernières années. Je m'arrête là. Si des gens veulent continuer à discuter de la situation, on pourra le faire informellement à la suite de l'Assemblée et puis ce soir. Je vais passer la parole à mes camarades juste pour dire ce qu'on avait en tête, c'était d'essayer de raconter un bout du fil de rencontres et de circulation qui ont permis ces dernières années que des porosités se créent entre le monde syndical à Nantes, le monde paysan, les jeunes gens qui venaient occuper, les jeunes étudiants et lycéens dans le cadre des mouvements sociaux. Enfin, toutes les porosités qui nous ont permis de se rencontrer, de se parler, de briser la glace un peu et de commencer à faire des paris et des tentatives en commun. Donc je vais pas revenir sur l'historique un peu de la région qui est assez propice à ça. Il y a depuis mai 68 et même avant, il y a une espèce de tradition de lutte qui veut qu'il y ait des agencements, des compositions entre les forces paysannes, les forces plus ouvrières, syndicales et puis la jeunesse. Aujourd'hui, on est encore là-dedans. La ZAD, je pense, a beaucoup participé à déterrer cet héritage politique. Et je laisse la parole à mes camarades pour qu'ils vous racontent un peu plus en détail ce qui se passe en Loire-Atlantique en ce moment. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, moi, je vais vraiment parler de mon expérience. Donc, contrairement effectivement à ce qui a été dit, dès que je ne représente pas du tout l'UD-CGT, je suis syndiquée CGT, mais je ne représente pas l'UD en tant que tel. Tout à l'heure, je reparlerai de l'UD au moment de la loi travail, mais j'en reparlerai tout à l'heure. Alors moi, comment l'histoire a commencé? En fait, c'est à partir de 2012, après l'opération César. Donc, il y a eu un gros mouvement de solidarité à Nantes. Et il y avait eu un appel sur le site de la ZAD pour dire qu'ils avaient besoin de cartographie. Parce qu'effectivement, c'est un territoire qui est assez grand et avec toute la gestion du territoire, des parcelles, etc., c'était important. Donc, j'avais envoyé un mail en disant que c'était mon métier, j'étais cartographe et que je pouvais aider à faire ça. Mais j'avais tout de suite précisé dans le message pour pas que ça se sache après coup et que ça cause des problèmes.
que je travaillais à Nantes Métropole. Donc Nantes Métropole, c'est le pouvoir PS local, très clairement. Et 2, j'étais à la CGT. Et à l'époque, en 2014, la CGT n'avait absolument pas pris position sur l'aéroport. Et on savait très bien qu'il y avait des grosses tensions internes entre les partisans du transfert et les opposants. Donc en 2012, j'envoie ce message, pas de réponse, pas de réaction. Donc j'attends, je ne sais pas moi, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Donc je renvoie un deuxième message pour dire mais si, moi, je peux aider à faire des choses. J'ai jamais eu de réponse en fait. Et donc les mois ont passé. Et puis arrive 2014 avec une énorme manif à Nantes avec 500 tracteurs, etc. Et pareil, ça a rebondi derrière un peu la solidarité. Il y a eu beaucoup d'échanges qui ont été faits. Et via un copain d'un copain, un jour, un copain me dit est-ce que tu veux venir sur la ZAD justement pour travailler sur la cartographie ? J'ai dit oui, bien sûr, mais ça fait déjà 2 ans que j'avais proposé mon aide et sans réaction. Et du coup, un soir d'hiver, comme ça, j'arrive sur la ZAD. Et c'est là que l'aventure a commencé, parce que c'était une vraie aventure pour moi. Et on s'est retrouvés à 4 ou 5 un soir aux Fosses Noires, donc un des lieux d'habitat de la ZAD. Et pour moi, ça a été vraiment une aventure parce que ça m'a permis de travailler complètement autrement. Bon, faut savoir qu'à ce moment-là, à Nantes Métropole, on utilisait un certain nombre de logiciels. Et moi, j'avais proposé de travailler avec des logiciels libres. Bon, je ne sais pas si ça doit vous parler un petit peu quand même. Et il se trouve qu'en carto, il y a QGIS, qui est un logiciel libre, que Nantes Métropole a parfaitement refusé d'utiliser, mais sur lequel moi je voulais m'investir et je voulais travailler. Et j'avais dit à mon chef, je veux me former à QGIS. Il m'avait dit, oui, ok, tu peux faire de la veille, pas de problème, donc ok. Et du coup, j'ai profité de ça pour pouvoir travailler sur la ZAD, quitte à faire de la veille. J'ai fait de la veille sur la ZAD autour de QGIS. Donc moi, je me suis formée en même temps au logiciel et j'ai formé donc 4-5 personnes, tout un groupe en fait, avec lesquels on a travaillé pour faire tout un tas de cartos. Et les premières cartos qui ont été faites, c'était de faire l'état des lieux de toutes les parcelles de la zone, à qui elles appartiennent, par qui elles sont cultivées, par qui elles sont gérées, etc. etc. quoi. Et moi, j'ai surtout un souvenir d'une après-midi d'hiver, on a bossé mais 4 heures d'affilée, sans pause ni rien, pas de pause syndicale. Ça a été très, très intense, où moi, j'expliquais en même temps ce qu'on pouvait faire avec le logiciel, et en même temps, les copains disaient ah oui, mais on a besoin de ça, et puis est-ce qu'on peut faire ça ? On veut connaître les cultures qu'on fait sur chacune des parcelles, mais il faut qu'on garde la trace de ces cultures. Donc d'une année sur l'autre, il faut qu'on retrouve quelle culture on a faite, etc. Et ça a vraiment été un travail énorme quoi, de carto, vraiment énorme. Quoi. Et puis, de fil en aiguille, quand il y avait besoin de cartes, donc il y a eu 2016 où toute la ZAD se préparait en fonction d'une possible évacuation, donc beaucoup de tensions à l'époque. Et l'idée, ça a été de faire un petit atlas qui pouvait tenir dans la poche pour que tous les gens qui puissent venir sur la ZAD, défendre la ZAD, aient un atlas et puissent se repérer. Parce que, alors, moi qui suis quand même carto et qui ai un peu quand même le sens de l'orientation, j'ai quand même mis longtemps à me repérer sur cette zone. C'est quand même pas si simple. Et donc, on a fait ce petit atlas. Et puis, plus récemment, en novembre, il y a eu des chemins de randonnée qui ont été créés, donc 3 chemins de randonnée qui ont été créés sur la zone. Et là, alors moi, j'ai même pas participé. Hein, c'est le groupe qui a été complètement autonome et qui a fait toutes les cartes qui ont été nécessaires pour faire ces sentiers de randonnée. Et donc, moi, ça m'a vraiment permis de donner du sens à ce que je fais d'une manière quotidienne et d'être utile à quelque chose. Mais inversement, si je me pose côté boulot, côté collègue de travail, je l'ai jamais caché que je travaillais, que j'animais un groupe carto sur la ZAD. Je l'ai toujours dit dès le départ. Donc ça a créé beaucoup d'interrogations, parce qu'il faut quand même savoir qu'à Nantes, le sujet de l'aéroport et de la ZAD, c'est très, très, très sensible. Hein, ça lance vite des débats qui partent en live en général, surtout qu'on avait un militant PS chez nous, donc c'était un peu compliqué. Mais du coup, les gens je posais des questions aux collègues, c'est-à-dire que moi, je m'investissais dans ce travail-là, et sans forcément faire ce que mon chef me demande en permanence, et je prenais des libertés par rapport à ce que je faisais moi au niveau du travail. Et ça a vraiment posé question aux autres collègues qui se disaient mais on peut travailler autrement, quoi. On peut donner du sens au travail.
Et on peut aussi décider soi-même d'utiliser tel logiciel et pas tel autre, quoi, et vraiment d'être un peu plus autonome que ce qu'on demande au niveau du travail. Donc ça a vraiment été un apport énorme, quoi. Après, il y a autre chose, ça va nous mener à la loi travail en 2016-2017. Mais ça, j'y reviendrai après. Je vais laisser la parole à Manu sur cet aspect-là. Bonjour. Déjà, je m'excuse un petit peu parce que je vais lire un petit peu. Donc, pour parler de ce qui est un peu nouveau à Nantes depuis quelques mois dans la composition là, du mouvement, je fais un petit retour en arrière en 2016 et au premier mouvement contre la loi El Khomri. Donc, par rapport, comme dans bon nombre de boîtes, en fait, dans la mienne à la CARSAT, là, la caisse des retraites, les salariés en fait se sont très peu impliqués. Il faut dire que le dernier mouvement remontait un petit peu sérieux, remontait à 2010, la loi contre les retraites. Et nous, on avait fait 3 semaines de grève, le mouvement a perdu. Et en fait, depuis, on a quand même beaucoup de mal à relever la tête, quoi. Donc du coup, ce mouvement, je l'ai vécu, moi, plutôt de manière un peu autonome, en fait. Et donc, au retour des journées de manifestation, en fait, je passais l'essentiel de mes discussions avec les collègues à tenter de désamorcer en fait l'espèce d'hostilité qui régnait vis-à-vis des modes d'action qui se déroulaient, du style un peu émeutier, du cortège de tête et tout ça. Parce qu'autant les premières vitrines bancaires qui sautaient ont marqué une espèce de symbole qui était vraiment partagé largement. Autant assez rapidement le fossé s'est creusé et puis c'est plutôt l'incompréhension en fait qui a dominé. Donc durant ce mouvement, moi ce que j'ai trouvé en fait, ce qui a vraiment manqué, c'était des espaces de discussion, d'élaboration collective, même si quelques initiatives avaient été tentées. Et donc en 2017, c'est sans doute ce constat qui a permis que l'initiative de lancement là, du Front social a trouvé un certain écho chez nous à Nantes. Petit à petit, on a donc créé cet espace commun à quelques dizaines d'individus qui ne se connaissaient pas tous avant et qui venaient d'horizons militants bien différents. Donc, comme on l'a dit, des militants syndicaux, des étudiants, des autonomes et des habitants de la ZAD. Donc, à la rentrée 2017, on a fait le choix en fait d'abandonner le nom Front social pour lever en fait certains blocages des instances locales de la CGT, de l'UD, vis-à-vis en fait de l'étiquette Front social. Donc on s'est appelé depuis le CAN, donc Comité d'action nantais, et puis ça a fonctionné puisque depuis en fait des représentants de l'UD participent effectivement à ce comité. Donc cet espace et sa composition ont permis de donner une tonalité toute différente aux manifestations et aux actions sur la loi travail de cet automne. Déjà, les rassemblements d'avant-manif, on organisait en fait des banquets pour avoir une ambiance un peu conviviale, favoriser les échanges. Et puis on réfléchissait surtout en amont sur l'organisation des manifestations et à leur donner notamment un objectif pratique et commun, comme la tentative qu'on a faite d'aller murer la permanence de François de Rugy, ou encore l'édification devant la préfecture d'une très imposante et magnifique ossature en bois pour marquer la nécessité d'avoir un lieu collectif en fait de lutte, une maison du peuple ou une bourse de travail. C'est ainsi qu'à Nantes, en fait, depuis dans les dernières manifestations, on a pu voir un cortège de tête qui s'est bigarré, où des chasubles syndicales côtoient les caouets noirs, où le camion de l'UDCGT s'est arrêté en fait, a arrêté le cortège le temps que le tag qui avait été prévu en amont soit réalisé sur le mur de la préfecture. Ce qui est quand même pas rien, hein, la CGT qui arrête la manif pour qu'il y ait un mur qui soit tagué sur la préfecture. Ou encore, autre exemple, un bloc rouge et noir encore, bras dessous, pour s'avancer vers les cordons de CRS qui voulaient nous empêcher de passer. Ils ont réussi, hein, ça n'a pas empêché, on s'en est pris plein la gueule.
Alors, je vais conclure rapidement. Donc, bien entendu, tout ça en soi-même, ça dépasse pas les limites qu'on connaît tous hein, en termes de mobilisation sociale. C'est pas non plus parce qu'il y a des représentants des instances syndicales que dans ce comité d'action que les troupes suivent, loin de là. Mais en tout cas, c'est un processus qu'on est tous plutôt fiers d'avoir lancé, ne serait-ce que par les liens qui se tissent entre nous, que la confiance qui progresse en fait, et puis surtout les possibles que ça ouvre pour la suite. Voilà. Je vais passer la parole à Jojo pour plus de concret. À Christine. Ouais. Oui, justement, je vais juste revenir un tout petit peu sur les manifs qu'il y a eu à Nantes en 2016 et en 2017. Donc effectivement, 2016, beaucoup de manifs agités, on va dire, avec beaucoup de casses de vitrines de banque, etc., d'abribus, etc. Mais surtout un cortège séparé en deux en général. C'est-à-dire que devant le cortège de tête, avec Nantes révoltée, des jeunes, des gens de la ZAD, etc., les cagoules noires, et derrière le cortège syndical, qui avait beaucoup de mal à faire les choses ensemble, quoi. Et moi, j'ai des images, des fois, avec un copain, on s'est retrouvés au milieu, entre simplement parce que je venais du cortège syndical et que j'avançais, et que j'ai avancé plus vite, qu'ils se sont arrêtés derrière, et que devant, il y avait les jeunes. Et il y avait 200 mètres quoi, d'écart, mais quand devant, ça s'arrêtait, ben derrière, le cortège syndical s'arrêtait aussi, quoi. Et donc, on est plusieurs à avoir été un peu secoués, j'ai envie de dire, les gens, les responsables syndicaux, en disant, mais on ne peut pas rester séparés comme ça, c'est pas possible, quoi. Bon, ça a fait un peu son chemin. Et 2017, c'est vrai que ça a quand même ça a vraiment changé la donne, parce qu'il y a un moment, les cortèges étaient un peu plus, je dirais un peu plus proches, très clairement, quoi. Et moi, je me souviens d'un secrétaire de l'Union départementale à qui que je suis allée voir en disant mais il faut qu'on aille manifester ensemble, et il me dit mais moi je veux bien travailler avec les jeunes, mais ils sont pas comme nous, ils sont pas organisés. C'est-à-dire que nous c'est clair, il y a un responsable, un machin, on sait à qui s'adresser. En face, c'est sûr qu'il n'y a pas d'organisation hiérarchique, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de donc bon. Et donc les syndicats, enfin moi je parle pour la CGT en tout cas, forcément ils étaient très mal à l'aise par rapport à ça. Je veux dire, avec qui on va bien pouvoir discuter, quoi. Mais du fait des liens qui avaient été tissés, moi, entre autres pour moi, par rapport à la carto sur la ZAD, c'est vrai que il y avait des contacts qui s'étaient créés, et ça a permis de faire du lien entre les gens, y compris des responsables syndicaux, et des gens du cortège de tête, de la ZAD, etc. Et ça s'est passé vraiment d'une manière complètement non officielle, mais les liens se sont créés, et les dernières manifs, on a réussi vraiment à faire des belles choses en fin de manif, quoi, à poser des gestes symboliques très forts, de construire des estrades, de construire un mur, de construire des choses, mais complètement ensemble, quoi. Mais ça se fait, c'est un peu long hein, quand même, faut du temps pour arriver à ça. Mais je pense que ce qui se crée en ce moment, c'est quelque chose qui est très très fort, quoi. Mais comme l'a dit Manu, ça ne veut pas dire que tous les salariés suivent non plus derrière, hein. C'est évident, ça ne se fait pas si facilement que ça. Mais la confiance est là, et cette expérience-là, quand on en parle dans les entreprises aux collègues, ça marque quand même, quoi. Je pense que ça va donner des perspectives à l'avenir. Et juste pour info, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de victoires. Il y a la victoire de Notre-Dame-des-Landes, ce qui est énorme, ça c'est sûr. Mais pour info, on vient d'obtenir quand même l'annulation de la fermeture du bureau de poste à Nantes, qui était quand même pas gagné. Et ça fait aussi partie des choses qui ont été mises en place avec des gens de la ZAD, d'ailleurs. Parce qu'il y a vraiment un soutien. Je sais pas, donc je vais justement passer la parole à Jojo sur le soutien qu'il y a eu, la Cagette des Terres notamment, par rapport aux grèves qui se passent à Nantes actuellement. Moi, je vais essayer de prolonger ce que disent mes camarades en parlant plus, en partant plus depuis la ZAD, ce qui s'est vécu en 40 ans, là, sans tout résumer, mais très rapidement quand même. Il faut savoir qu'à la base, cette lutte dans les 70, c'est une lutte syndicale classique. C'est des paysans qui défendent leur outil de travail. Et donc le rapport au travail de ces gens-là, et leur rapport à la lutte, c'est des gens veulent nous enlever nos terres, et la manière qu'on a de lutter, c'est de continuer à travailler comme si de rien. De continuer à traire nos vaches, à faucher les prés, à couper les haies, etc. Donc ça, c'est un peu l'espèce de noyau historique de départ, quoi. Ensuite, quand il y a le mouvement d'occupation qui arrive, cette tradition d'un syndicalisme de combat, qui est
d'un syndicalisme de combat, donc d'un syndicalisme paysan, qui a la particularité de ne pas pouvoir faire grève, donc qui s'est plus manifesté dans l'histoire de l'Ouest par la participation à la manifestation violente, par des blocages et par des occupations de terrain ou de ferme. Donc ce syndicalisme-là de combat et ce rapport au travail-là, eh bien, dans ce qui s'est passé en 2012 et dans ce qui s'est passé avec la naissance du mouvement d'occupation, il a rencontré une frange de la jeunesse qui refusait radicalement le salariat. Et du coup, ces deux rapports au travail différents, ils ont accouché de quelque chose chez nous de très singulier, qui est la manière dont à la fois sur la ZAD, vous voyez, c'est un peu une expérience de communisation assez extraordinaire à une échelle assez vaste. Il faut se figurer qu'on occupe quand même plus de 270 hectares de terre, qu'il y a beaucoup de fermes, de bâtiments, d'ateliers, d'outils, de savoir-faire qui sont mis en partage, mis en commun sans cesse. Et on s'est rendu compte, notamment à partir du moment où les paysans ont occupé la ferme de Bellevue en 2013, un peu comme des ouvriers occuperaient une usine, et se sont mis à dire comment on va cultiver les terres ensemble, sauf que eux, vu qu'ils étaient pris à cultiver aussi dans leur ferme, et ben ce travail, ce surplus de travail de cultiver ensemble les terres de la ZAD, soit il se faisait à l'occasion de chantiers collectifs qui faisaient en plus de leur travail comme un geste politique, soit il se faisait par une transmission de savoir-faire et de force matérielle à une frange de cette jeunesse qui refusait le salariat, qui refuse le salariat, et qui ici pouvait avoir l'occasion d'expérimenter ce que c'est de produire un peu sérieusement. Et cet exemple-là, de la rencontre entre les paysans et une partie de la ZAD, donc encore une fois, je répète ce qu'a dit Baptiste, ici j'exprime une position singulière, qui est celle d'une frange organisée du mouvement, qui n'est pas celle de la ZAD, d'accord ? Cette rencontre assez particulière, ce qu'elle illustre, c'est qu'en fait, pour toutes celles et ceux qui veulent faire un pas de côté et refuser le salariat, plus ils ont de complicité à l'intérieur, plus ils ont des camarades salariés qui ont des ressources, Christine qui sait faire une carte, qui un paysan, qui a un tracteur, qui a un camarade qui scie du bois à côté et qui peut venir faire un chantier pour nous. Vous voyez, toutes ces choses-là, plus ça renforce la possibilité d'une force matérielle autonome sur la ZAD, et plus en retour, cette force matérielle autonome, elle peut venir appuyer les salariés dans leur combat. Les salariés, les paysans, les travailleurs, la jeunesse immigrée, la jeunesse, tout ça, dans leur lutte sociale, quoi. Du coup, ce qui illustre ça, c'est quelque chose qu'on a créé et qui est totalement inspiré de ce qui se passait dans les 70 à Nantes, avec ce lien particulier qu'il y avait entre paysans, ouvriers et étudiants. On a essayé de constituer, depuis cet été, un réseau de ravitaillement qui s'appelle la Cagette des Terres et qui a pour but, justement, que vous voyez, nous, notre rapport à la production, la forme d'agriculture qu'on est un certain nombre à essayer sur la zone, elle ne vise pas à créer une économie alternative, faire des AMAP. Vous voyez, ce n'est pas le but. Le but, c'est de faire une production de lutte. D'accord ? Ça veut dire que ce qui nous porte avant tout, ce n'est pas de lister nos besoins et y répondre comme si on cherchait un en dehors du salariat, un en dehors du capitalisme, un en dehors de l'économie, mais c'est de tenir ça à distance. Et ce qui nous permet de tenir ensemble l'économie à distance dans nos rapports, c'est la communauté de lutte, comment on s'organise, le matériel qu'on partage, et notamment le fait que pour des camarades salariés, la manière dont on s'organise, elle peut non seulement servir d'appui, mais aussi ouvrir des perspectives. Parce que souvent, moi, je me rappelle une discussion avec Christine, où elle me disait, c'est la première fois que je fais une carte comme ça. Normalement, j'ai une commande, et j'exécute une commande suivant un cahier des charges. Et là, j'élabore quelque chose avec des gens en apprenant à eux aussi à le faire, et en le faisant en dehors du cadre qui m'est normalement, du cadre de contrainte qui est normalement institué là où je travaille. Du coup, ce réseau de ravitaillement, le principe, c'est que ça fait longtemps qu'avec nos productions, on ravitaille ponctuellement des luttes, sauf que, vous voyez, on n'a pas non plus une production mirobolante, là. Du coup, le principe du réseau de ravitaillement, c'est de mettre en lien des paysans, qui sont des paysans professionnels, intégrés dans les réseaux bio, etc., et qui n'aiment pas forcément beaucoup l'idée que leurs super produits, super clean, super bio qu'ils font, ils servent que à nourrir une certaine frange de la population, et à qui on peut acheter des produits pour les mettre en partage ensuite sur les piquets de grève, comme ça a été le cas ces 6 derniers mois, à la fois à la Poste, à la fois un banquet pour les aides à domicile, d'Advi, voilà. Aussi pour ravitailler les tentatives d'occupation, les manifs, les mouvements et les tentatives d'occupation, et notamment la tentative d'occupation, enfin l'occupation qui est portée par des mois et des semaines depuis les camarades qui sont là à la faculté de Nantes avec les mineurs isolés étrangers et les migrants en général, où ils occupent quand même le château du recteur depuis décembre dernier. Et donc, avec ce réseau de ravitaillement, on a réfléchi réfléchir ensemble à ce serait quoi tenir à distance l'économie dans ces rapports de solidarité. Donc, il y a le producteur qui fournit un produit,
une caisse qui le paye, mais cette caisse, en fait, c'est une caisse qui est abondée par plein de gens qui cotisent, comme les premières caisses assurantielles ouvrières, quoi. Et ensuite, une équipe de gens qui est constituée aussi bien de salariés que de gens de nous, que des gens dans des boîtes qui font des veilles et qui nous appellent et qui nous disent là, il faut venir parce qu'il y a telle grève qui va se passer ou telle manif, on aurait besoin de telle ou telle infrastructure et tout ça, ou de tel ou tel coup de main. Et donc, c'est cette espèce de circulation de liens qui constitue une perspective révolutionnaire pour la ZAD. C'est-à-dire que maintenant que pendant des années, l'énergie, elle s'est concentrée chez nous, que ça a été un des points d'opposition principal au gouvernement Hollande, notre devoir, c'est de redistribuer cette énergie-là dans une perspective révolutionnaire plus vaste. Et ça, c'est la seconde manche de la lutte. C'est la seconde étape qui vient de s'ouvrir il y a quelques semaines et qui va se poursuivre à la fois le 10 février. On vous invite tous à venir massivement pour défendre l'expérience de communisation de la ZAD, faire qu'on prenne ensemble ces 580 hectares de terre et qu'on fasse une base d'appui, un grenier des luttes à Notre-Dame-des-Landes. Et de l'autre côté, elle va se continuer sur le front de la ville, à Nantes, avec le procès d'un camarade de la CGT le 20 février prochain pour avoir muré une banque avec nous, avec aussi la semaine de résistance qui est organisée depuis des années par Nantes Révoltée et qui sera un moment politique fort et qui, on espère, préparera un printemps assez chaud. Il nous reste un petit quart d'heure pour des questions, interventions dans la salle. En tout cas, ce qui s'est passé en 2017, à la rentrée 2017, avec un peu l'espoir contenu qu'il y a un mouvement social qui reparte sur les ordonnances loi travail XXL, on a constaté qu'il y avait un enseignement commun, disons, des limites auxquelles on était arrivé en 2016. Il y a des désaccords très forts, hein, tu vois, entre nous et Christine, par exemple, sur cette question encore aujourd'hui. Pour autant, il y avait ce constat commun qui était de dire il y a quelque chose qui est en train doucement de s'épuiser dans le cortège de tête tel qu'il a surgi pendant la première loi travail et qui s'est fait peu à peu neutraliser par les dispositifs de maintien de l'ordre, quoi. Il y a quelque chose qui est aussi qui a atteint ses limites dans la manière dont les cortèges syndicaux se rapportaient à la militarisation des manifs. Et à Nantes, par exemple, pendant la loi travail, ça a pris des tournants assez inattendus où les intersyndicales appelaient à l'extérieur de la ville pendant que Nantes Révoltée appelait en centre-ville, avec deux manifs qui rassemblaient le même nombre de personnes et des ambiances évidemment très différentes, mais toujours des porosités entre les deux, quoi. Et c'est de ce constat commun qu'on s'est dit il faut tenter quelque chose. Il faut tenter quelque chose pendant cette rentrée. Donc il y a eu la première manif du 12 septembre. On s'est regardé, quoi. On s'est observé, on a regardé déjà le nombre qu'on était, le dispositif qu'il y avait en face. On a regardé si le maintien de l'ordre réagissait de la même manière qu'à la fin de la loi travail. On a constaté que c'était assez similaire, mais quand même avec quelques nuances, quoi. Et à partir de cette première manif, on a décidé de tenter des gestes communs ensemble qui déjouaient un peu le cadre attendu des précédentes manifestations, quoi. Où on sentait que ça allait pas passer, quoi, soit qu'on allait aller au casse-pipe et qu'on allait se faire briser, soit qu'il allait rien se passer et que les manifs allaient se vider peu à peu, ce qui s'est malgré tout un peu passé. Et du coup, on a porté ces gestes en commun et ça a été très compliqué de prendre des décisions ensemble. Ça a été, je pense, très très compliqué pour les syndicalistes d'assumer certains gestes. Et d'ailleurs, la préfecture n'a pas manqué d'appuyer sur eux, quoi, afin d'exercer la répression sur les syndicalistes plutôt que sur la jeunesse à ce moment-là, bien qu'il y ait eu des jeunes interpellés. Hein, c'est pas pour. Mais en tout cas, la pression répressive, elle a été très très forte sur le monde syndical, y compris sur les unions départementales à ce moment-là. Et pour autant, ça a tenu, quoi, parce que parce que chacun s'est engagé et a tenu parole. On a réussi à tenir les gestes jusqu'au bout, bon an, mal an. Et à un moment, toutes les manœuvres préfectorales ou toutes les manœuvres du maintien de l'ordre qui étaient, je pense, pour beaucoup de gens, et notamment beaucoup de gens du monde syndical, difficiles à percevoir, là, elles éclataient au grand jour, quoi. Donc ça a changé la donne.
Je voulais juste préciser une chose, c'est clair qu'il y a des désaccords là-dessus et on n'est pas toujours d'accord par rapport au rôle de la police. Mais par rapport à ce qui s'est passé dans les manifs, c'est-à-dire qu'on partait vraiment de situations antagonistes où d'un côté les syndicats faisaient les manifs effectivement très plan-plan et moi j'étais la première à dire mais ça ne sert pas à grand-chose au bout du compte. Et de l'autre côté les jeunes où c'était beaucoup plus effectivement, il y avait beaucoup plus de casse, etc. Il y a vraiment eu un chemin de part et d'autre, c'est-à-dire que d'un côté les syndicats ont reconnu qu'effectivement taguer une préfecture pour marquer des slogans sur une préfecture, c'est pas de la violence, ça, c'est pas vrai. Tous les tags qui ont été faits, y compris casser une vitrine de banque, c'est pas forcément dramatique dans la mesure où c'est très très symbolique. Et donc les syndicats ont fait quand même un pas vers ça. Et de l'autre côté, en face, nous on a quand même réussi à dire que casser beaucoup de choses, même si on peut comprendre la portée symbolique, il y a quand même des conséquences néfastes du côté des salariés. Il faut savoir que la manif de février 2014 a quand même laissé des traces à Nantes où ça a fait peur, alors d'une manière complètement pour moi irrationnelle, mais la peur était quand même là chez les salariés de dire on ne veut plus aller en manif parce qu'il y a trop de violence, il y a trop de flics, on risque de se prendre des gaz lacrymaux et nous on ne veut plus manifester, on ne veut pas aller manifester comme ça. Ce qui était une réalité aussi. Et donc ça a été aussi en partie pris en compte et chacun a fait vraiment un bout de chemin vers les autres et c'est ça qui a amené les 3 dernières manifs où en fin de manif on a fait des choses ensemble. Pour compléter avec une toute petite phrase, c'est juste que c'est une question qui est toujours en tension parmi nous et qui le sera toujours, mais qui ne doit pas nous empêcher de nous organiser ensemble. Ce qui s'est opéré à Nantes cet automne, c'est qu'effectivement, d'un côté, on va dire comme si le cortège de tête avait baissé d'un ton, sachant qu'il faut savoir qu'à Nantes, c'était quand même particulièrement vigoureux, et comme si le fait de baisser légèrement d'un ton permettait d'aller un peu plus loin tous ensemble, un peu plus loin mais tous ensemble. Et du coup, il y a plein de limites dans ce qu'on a éprouvé là, cet automne, il y a plein de limites qui sont éprouvées de part et d'autre, parce qu'il y a des contradictions, parce qu'il y a des syndicalistes qui se font engueuler quand ils arrêtent une manif pour faire un tag, et parce qu'il y a des gens qui se font engueuler quand ils disent à leurs potes « pas tout de suite, pas maintenant ». Mais quand même, le geste qui a clos cette séquence, c'est de se prendre tous bras dessus, bras dessous, et de charger ensemble des lignes de keuf. D'accord ? Du coup, certes, il y avait, vous voyez, enfin, alors ça pose une limite, c'est sûr. Certains parmi nous se disaient, ouais, si on est quelque chose de plus composite, peut-être qu'on arrivera plus à les mettre en échec. En vrai, ils réagissent pareil. Ils réagissent comme s'ils avaient affaire à un black bloc, entre guillemets. Sauf que ça, on l'éprouve tous ensemble. Et du coup, ce sera à nous, dans les prochaines prises de rue, d'inventer les manières, tous ensemble, de déjouer ça, et d'inventer les manières d'ajuster un peu nos différentes manières d'être dans la rue pour faire force, quoi. Sur la première question, depuis l'été dernier, le mouvement a cherché à anticiper la possibilité de l'abandon. Et donc à chercher à inventer un nouvel espace de discussion et de prise de décision qui rassemble toutes les composantes, donc qui s'appelle l'Assemblée des usages, qui est pas un espace qui se substitue à l'Assemblée du mouvement, mais qui juste s'ajoute. Donc il y a l'Assemblée du mouvement qui se réunit une fois par mois, qui discute de la lutte contre le projet d'aéroport. L'Assemblée des usages a commencé à mettre en place un travail à travers différentes commissions sur les différentes hypothèses d'avenir en cas d'abandon, et avec notamment cette question-là de la négociation, la question de l'entité du mouvement qui pourra prétendre à prendre en charge la gestion du foncier, l'interface avec l'État, tout ça, si négociation il y a. Donc ce travail-là, il a été amorcé. Aujourd'hui, on en est au stade où il y a un certain nombre de décisions qui ont été prises par l'Assemblée des usages qui posent un peu les bases du mouvement pour un début de négociation avec l'État. Donc j'en ai cité 2 importantes au début, hein, c'est la gestion du foncier et l'absence d'expulsion et de destruction des cabanes. Il y en a d'autres. Il y a la question de l'amnistie qui va arriver aussi sur le tapis des négociations notamment. Donc il y a un certain nombre de décisions qui ont été prises et pour l'heure on est en train de définir et discuter de la composition de la délégation qui va aller aux négociations. Donc grosso modo ce qui va se passer, c'est que la semaine prochaine il va y avoir un premier rendez-vous
On ne sait pas très bien face à qui. On imagine au moins face à la préfète de Loire-Atlantique et probablement d'autres représentants des ministères. Et que ce premier rendez-vous sera le moment de poser le cadre de négociation. Donc on va voir quelles seront les conditions du côté de l'État, on sait quelles sont les conditions du nôtre, et c'est effectivement dans ce nouvel espace de discussion et de décision que ça se joue. Il y a une forme juridique qui est en cours de constitution aussi, qui prendra, ça sera une association qui va être notre espèce de paravent légal pendant le temps des négociations avec l'État. Mais l'ensemble des décisions seront prises dans cette assemblée qui s'appelle l'Assemblée des usages et qui sera souveraine. Bon, il y a beaucoup de syndicalistes dans la salle. Du coup, c'est pas à vous qu'on va apprendre que négociation veut dire rapport de force. Et que donc, du coup, si des négociations s'engagent, ça ne veut pas dire, bien au contraire, qu'il ne va pas y avoir en même temps des gestes qui vont venir poser des actes dans le rapport de force pour appuyer ce qui va se tenter au niveau du mouvement. Du coup, pour le dire brièvement, les deux échéances qui se dessinent, mais qui ne sont pas encore tranchées, mais qui se dessinent très sérieusement, c'est effectivement 31 mars, fin de la trêve hivernale, où il faudra une espèce de geste du mouvement et de réponse unitaire du mouvement à la menace d'expulsion. Et en avril, le fait de continuer ensemble à prendre des terres sur les 580 hectares de terre qui doivent retourner aux agriculteurs cumulards, à nous prendre des terres pour justement les mettre en partage, permettre des nouvelles installations agricoles et permettre les initiatives du type de celles qu'on a décrites juste avant. La particularité de comment le mouvement aborde la négociation, et qui, je pense, a quand même pas mal déjoué la méthode Macron dans laquelle les syndicats sont tombés sur les ordonnances, c'est que c'est une délégation unitaire de tout le mouvement. D'accord ? Il n'y a pas d'entretien bilatéral. Il n'y a pas une composante qui va tout seul négocier des trucs. Il y a une délégation unitaire qui dépend d'une assemblée. Et cette assemblée, comme toutes les assemblées du mouvement et comme le CAN, on ne peut pas décrire comment elle prend des décisions par un genre de procédure formelle. On peut juste dire qu'elle rassemble à la fois des individus, à la fois des forces organisées, et qu'à des moments, elle ne parvient pas à prendre des décisions, elle prend acte de désaccord, et à des moments, tout le monde s'accorde à aller vers un sens, et là on prend avec des choses, quoi. Donc voilà les échéances un peu, le 31 mars, les prises de terre probablement en avril, et puis cette histoire que c'est très important que si il y a cette espèce de négociation qui en vrai est plus une espèce d'armistice, ou qui ressemble plus à une négociation de fin de conflit armé qu'à une négociation de fin de grève, si vous voulez. Mais cette espèce de négociation-là qui va avoir lieu, il faut que, au contraire, elle appelle des coups de force supplémentaires pour la seconde étape de la lutte, et qu'elle appelle des coups de force pour nous permettre d'arracher un maximum d'autonomie sur ce territoire. Et s'il y a une chose dont il faut prendre garde, c'est d'essayer d'ériger une expérience en modèle. Par contre, on peut essayer de partager des bouts de choses autour de ça, mais encore une fois, les multiples rapports qu'il y a au travail sur la ZAD dépendent à la fois des sensibilités des personnes, de dans quel collectif de production t'es, de pas mal de choses. Ce qu'on peut dire quand même, comme ça, dans des grandes lignes, c'est que si on met de côté nos camarades paysans et nos camarades qui veulent porter des installations officielles, le gros de ce qui se produit sur la ZAD est produit par des collectifs. À chaque fois, une des tentatives, c'est de s'approprier une production d'un bout à l'autre de la chaîne, quoi, du foin au camembert, de l'arbre à la planche, de prendre toutes les étapes. À chaque fois, ça s'accompagne d'espèces de processus d'auto-formation où on a bien sûr le concours de justement nos camarades professionnels, en fait. Ensuite, sur la question du temps, c'est sûr qu'il n'y a plus trop de distinction entre le temps de travail et le reste dans nos vies, ce qui est à la fois absolument exaltant et peut pousser un soupçon à l'auto-exploitation parfois. Aussi, surtout, on va dire que la manière dont on met en partage les ressources, les outils, les bâtiments et ce qu'on produit, on essaye à chaque fois d'inventer des manières différentes de tenir à distance la marchandise, là, ou le marché,
Mais en même temps, tout ça pourrait pas exister sans tous les détournements qu'on fait de l'économie de marché, quoi. Que ce soit choper de la thune auprès d'une fondation, je sais pas quoi, voler dans les supermarchés, mutualiser son RSA, tout ça, quoi. Je sais pas trop quoi dire. Il y a pas de... En tout cas, on n'est pas genre comme le mouvement coopératif ou un truc comme ça qui arrive et qui dit « Ah ouais, nous on a un super truc pour organiser le travail ». On est plus une expérience qui peut dire, dans un contexte de communauté de lutte, il y a des formes de dépassement du travail salarié qui s'opèrent et surtout des formes de rapports entre nous qui viennent casser le rapport économique. Mais on n'aurait pas beaucoup plus à dire là-dessus parce qu'on n'est pas trop des théoriciens du travail. Oui, je voulais juste un peu compléter, parce que c'est vrai qu'on ne va pas toujours être d'accord. Par rapport à ce qui se passe sur la ZAD, moi, mon sentiment, c'est qu'effectivement, il ne faut pas en faire un modèle non plus. Clairement, c'est une expérience qui a lieu dans un contexte très particulier et très précis. Il n'a pas lieu n'importe où, par hasard non plus. Et ce qui existe, et que il y a des expériences extraordinaires. En même temps, il est possible aussi parce qu'il y a une société autour qui fonctionne, et qui fonctionne avec tous les problèmes qu'on connaît, mais parce qu'il y a aussi des gens, moi je pense toujours au service public, parce que j'y travaille, mais le réseau d'eau potable, il fonctionne parce que il y a des salariés qui travaillent sur le réseau d'eau potable. C'est vrai pour l'assainissement, c'est vrai pour la collecte des déchets, etc. Pour l'électricité qui arrive, ça fonctionne. Oui, ça fonctionne parce qu'il y a des gens qui produisent l'électricité quelque part, quoi. C'est ce que je voulais dire. Et donc, c'est possible parce qu'il y a eu aussi toute cette solidarité tout autour. Et il faut, je pense, qu'en avoir bien conscience de ça. On ne peut pas calquer un modèle et dire, voilà, ça c'est la panacée, ça fonctionne, c'est génial. Parce que j'en vois aussi des collègues autour de moi. Je me souviens d'une collègue, elle ne savait même pas si elle était contre ou pour le transfert à Notre-Dame-des-Landes, mais elle me disait, ce qui se passe sur la ZAD et avec le groupe Carto, par exemple, c'est extraordinaire, c'est génial ce qui se passe sur la ZAD, la manière dont ils vivent, etc. C'est quand même pas si simple, quoi. Hein, et il faut faire attention à l'angélisme aussi qu'il y a autour de ça, quoi. Oui, on est vraiment désolé, mais on ne peut pas durer plus longtemps sur ces échanges, mais on pourra les poursuivre de manière informelle et sympathique autour du banquet ce soir